Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Guyard, Alain Guyard. Je vais faire une espèce de conférence de philosophie ici à la bibliothèque de la Méjane, rue des Allumettes, dans le cadre de Paroles de femmes, qui a lieu du 6 au 20 mars 21. Il y a des lectures, des conférences, des expositions, des ateliers, des concerts. Alors, il me semble que je dois être dans la catégorie conférence plutôt que exposition. Le propos duquel je vais vous entretenir pendant cette petite intervention, je l'ai intitulé comme ça. C'est vraiment en rebond par rapport à l'actualité de la bibliothèque. C'est pourquoi les femmes sont-elles insupportables? Ce titre, en fait, rassurez-vous, il vient en fait d'un étonnement et pas d'un agacement. Ça me sauve quand même relativement. Et cet étonnement, il est lié à quoi? En fait, il est lié à une représentation, qui est une représentation antique et solennelle grecque. C'est le fameux géant Atlas qui supporte la terre que les Grecs associaient à la déesse Gaïa, qui était effectivement la terre personnifiée, la terre divinisée. Et c'est une image qui est relativement forte et puissante, parce que effectivement on a ce géant Atlas, dont toutes les représentations en font une espèce d'homme fait dans la manifestation de la puissance et de la virilité, mais qui est écrasé, qui est plié sous le poids de cette terre qu'il supporte, et qu'il supporte tant bien que mal et pour toujours. Alors de là à glisser la métaphore et à se poser la question de savoir s'il n'y a pas une sorte d'analogie têtue entre ce que la mythologie met en scène et puis ce qui est souvent rapporté de manière un peu lancinante comme ça dans une vieille tradition un peu phallocrate ou patriarcale, sur laquelle effectivement il faut se fader les femmes parce que elles sont difficiles à supporter, imprévisibles, lunatiques. Très souvent, on les associe au règne de la lune, parce que la mythologie, qui est complètement fausse au niveau médical d'ailleurs, estime qu'il se joue quelque chose qui est de l'ordre de la connivence entre les phases de la lune, qui est cet astre instable, et les phases des menstrues. C'est ça que j'ai voulu un petit peu explorer avec vous. Et vous vous en doutez bien, en fait, je vais essayer de briser ce schéma, cette représentation, et je vais montrer, si vous voulez, en quoi cette distribution des rôles, Atlas, Gaïa, homme, femme, le socle qui supporte et cela qui est de l'ordre de l'insupportable, cette séparation, cette dualité, je vais essayer un petit peu de lui briser le cou. Pour ce faire, je procéderai en deux parties. Normalement, on procède toujours en 3 parties quand on fait de la philosophie. Mais en fait, au bout de la deuxième, j'étais un peu fatigué, donc je me suis arrêté là. Mais je pense déjà ça va vous satisfaire. Une première partie où, en fait, pour essayer de critiquer ou d'interroger en fait cette répartition des rôles, je vais m'attaquer à la bipartition du genre, et puis dans un second mouvement, je m'attaquerai à la bipartition, à la binarité du sexe. Donc voilà, c'est les 2 trucs que je vais dégommer, et quand j'aurai dégommé ces 2 trucs-là, si vous voulez, je pense que comme ça, j'aurai réglé son compte à ce couple antagoniste qui est constitué sur un support insupportable, qu'est le couple Atlas-Gaïa. Voilà, donc on va partir comme ça. Alors, la première partie, bon, je vais commencer peut-être par des choses qui sont assez bien acquises, mais vous allez voir, peu à peu, je vais monter un peu en puissance. C'est comme les vins à table, on commence sur des choses un petit peu, des petits vins d'Anjou, puis après on attaque un peu sur les côtes du Rhône quand même. Mais peut-être pour mettre à l'épreuve la première bipartition, la première séparation, je voudrais avec vous réfléchir sur l'imposture du genre ou sur le mauvais genre. Alors, vous savez, on va vraiment commencer par le b.a.-ba.
peut-être le mérite de Simone de Beauvoir en son temps, c'est d'avoir montré qu'effectivement la répartition des rôles, comme je les ai définis d'ailleurs au début, hein, on associe l'homme à quelque chose qui est de l'ordre de la puissance, de la force, de la ténacité, et on associe la femme à quelque chose qui est de l'ordre, la terre, de la génération, de la végétation, du soin, de l'attachement à la germination aussi, et donc tout naturellement à ce qui a à voir avec l'enfantement, la nature. Et ben cette répartition-là, le travail de Beauvoir, ça a été de montrer qu'on est vraiment dans une fabrication culturelle. Quand elle a cette fameuse phrase, hein, on ne naît pas femme, on le devient, ce qu'elle cherche au fond à dire, on le sait bien, c'est que au fond, un genre, ça se fabrique. Et ce qui m'apparaît comme une seconde nature, que par exemple l'homme soit effectivement marqué au sceau de la force, de l'endurance, et que la femme soit associée au ministère de l'enfance et de l'écologie, par exemple, hein, parce que c'est ça, cette répartition du genre, eh bien, Beauvoir nous montre bien qu'elle est véritablement quelque chose qui nous semble être une seconde nature, mais qui est d'abord une lente et patiente élaboration culturelle. Et c'est parce qu'on n'est pas conscient des interventions culturelles discrètes, mais indirectes, mais à bruit constant, que peu à peu, on s'imagine que ce sont des natures qui nous sont propres. Donc ça, c'est effectivement ce que dit Beauvoir. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle un auteur comme Freud dira que en fait, il y a toujours en tout homme et en toute femme quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie. Pas simplement de la nostalgie de l'enfance, mais plus radicalement de la nostalgie de l'état presque qui précède l'enfance, quand nous n'étions encore qu'une pâte ou une cire molle dans laquelle l'empreinte de la culture qui allait fabriquer notre seconde nature ou d'homme ou de femme n'était pas encore achevée. Et on a presque, dit Freud, la nostalgie d'un état indifférencié où on n'était pas obligé à tout prix de jouer le rôle de l'homme ou de la femme, hein, les tout petits enfants, ou peut-être même dans un stade qui serait peut-être prénatal, on ne sait pas trop, mais il y a chez Freud cette idée que, au fond, on est marqué par la nostalgie d'une indifférenciation genrée. Et parce que devenir femme, comme disait Beauvoir, ou devenir homme, déjà, ça n'est pas un choix, ça a été, on va dire, la puissance du culturel, les déterminismes culturels qui nous y ont conduits, et puis ça nous oblige au fond à porter le veuvage d'une part de nous. Alors si on est femme, c'est la partie masculine, si on est homme, c'est la partie féminine, et ça nous oblige à porter au fond le deuil de cette partie vers laquelle, après, c'est difficile de revenir, c'est difficile de la faire éclore. Toujours dans cette ligne-là, on pourrait peut-être même aller plus loin encore, et là, ça vaut peut-être le coup, peut-être d'enclencher la vitesse supérieure, et puis là de faire référence à Judith Butler. C'est rigolo parce qu'en fait, Judith Butler, ça fait 20 ans qu'elle écrit et puis qu'elle enseigne aux États-Unis. Ça fait quelques années seulement que les textes sont, enfin même plus 30 ans, ça fait quelques années seulement que les textes sont accessibles en France, comme s'il y avait vraiment une résistance de la part de la fille aînée de l'Église. Et Judith Butler, elle va même plus loin, et puis elle va jusqu'à dire que, au fond, toute notre vie d'homme et de femme, on est contraint et on est obligé de performer comme homme ou comme femme. C'est-à-dire que le genre qui est le nôtre, il est bien sûr surtout pas dicté par une évidence naturelle, mais il n'est même pas simplement une détermination socio-culturelle dont on n'aurait pas conscience, mais c'est aussi, dit-elle, des efforts réitérés, incessants et épuisants
qu'on fait au quotidien. Hein. Si vous êtes un mec, c'est super compliqué parce que si vous croisez le regard d'un autre homme plus de 5 secondes, il va falloir commencer à allumer votre regard pour le mettre en situation de battle et puis de défi. Pareil, vous êtes mec, vous vous déplacez dans la rue, vous faites bien gaffe quand même à ouvrir vos angles de pied pour que vous dépassiez quand même des pieds parallèles et puis que vous les ouvriez un peu sur l'extérieur. Faites bien gaffe aussi à basculer un peu les épaules quand même sur l'arrière si vous êtes mec. Hein. C'est super la galère. Puis alors bien sûr, évitez trop de sourire en public quand même. Hein. Il faut porter un faciès qui est quand même le faciès du mec qui fait la gueule, quoi. Et pareil, la fille, c'est super compliqué. Faites attention à vos positions de main. Hein. Peut-être posez-les plutôt sur la nuque ou jouez avec une boucle de cheveux plutôt que effectivement les poser sur vos deux cuisses. Alors si vous êtes en transport en commun, bien sûr, faites attention là encore à l'ouverture de l'entrejambe. Enfin, c'est dit Butler une véritable performance qui est extrêmement épuisante. Ce qui peut expliquer alors pourquoi Freud la pensait comme quelque chose qui nous met dans un état nostalgique. Et Butler dit, c'est pas parce que c'est une performance, c'est pas parce que c'est un rôle social que ça obéit à une pure fantaisie. Et c'est pas parce que on m'a fabriqué homme qu'il suffirait très facilement que je déplace un peu les codes pour m'amuser à passer d'un genre à l'autre. C'est extrêmement compliqué, mais on pourrait dire, c'est à flux constant, quoi. C'est une tension permanente, et c'est une tension qui est très, très, très épuisante, qui fait que, au fond, des genres nous ont été assignés, et non seulement des genres nous ont été assignés, mais nous les perpétuons. Et nous les perpétuons dans un rapport qui est très complexe, qui fait que même la notion de consentement là-dessus, elle s'évanouit, elle s'effiloche, parce que on perpétue un rôle sans nécessairement en avoir conscience. Et ça, je crois que c'est le mérite de Butler que d'inscrire au fond le régime du genre dans on pourrait dire dans le régime qui serait celui au fond du théâtre du monde ou de la grande comédie humaine, quoi. Presque, on pourrait peut-être, alors je sais pas si ça vaudrait le coup, mais vous savez, dans les années 70, il y avait un sociologue qui s'appelait Erwin Goffman, et ce mec était vachement intéressant parce que il disait, mais toute la société, en fait, c'est en fait une immense scène de théâtre dans laquelle à chacun sont assignés des rôles très précis. Et il dit, le problème des gens qui sont psychiatrisés, c'est qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être sur la scène avec le rôle pour lequel on les a préparés. Lorsque vous êtes, par exemple, confronté à un contrôle de police, dit Goffman, et que vous êtes un individu ordinaire, vous allez avoir une gestuelle, une position, un ton de voix qui va correspondre au canon du rôle que vous avez à jouer en tant que vous êtes le citoyen qui n'a rien à se reprocher. Si d'aventure vous jouez un tout petit peu de travers votre rôle, hein, si vous commencez à avoir un ton de voix qui est très légèrement cynique ou même si un tout petit peu narquois, c'est foutu. Hein, vous n'avez peut-être rien à vous reprocher, mais aussitôt, il va y avoir quelque chose qui fait que le flic va vous rappeler à l'ordre. Mais le flic va vous rappeler à l'ordre pourquoi ? Parce que vous jouez mal votre rôle de citoyen qui n'a rien à se reprocher. Parce que dans le ton de la voix, vous avez mal joué. Et alors des fois, ça peut très mal se passer. C'est-à-dire que parce que vous jouez mal, il va y avoir peut-être un contrôle d'identité ou que sais-je. Et Goffman dit, le gros problème des gens qui sont psychiatrisés ou qui mériteraient d'être psychiatrisés, c'est que pour eux, s'assigner un seul rôle, c'est compliqué. Je sais pas, chez un schizophrène, il y a la possibilité d'en jouer plusieurs, ou chez quelqu'un qui a une grosse psychose paranoïaque, il y a une volonté de pas du tout s'adapter au rôle de l'autre, et pas du tout engager quelque chose qui est un peu comme ça, du l'ordre de la réciprocité. Alors peut-être on pourrait reprendre un peu tout ça et puis peut-être transposer un peu le modèle de Goffman à Butler. Et alors ça nous ferait dire ça nous ferait dire qu'au fond, peut-être qu'il faudrait un petit peu prendre acte de ce que nous a dit Beauvoir, en effet, mais peut-être qu'il ne faudrait pas être dupe. C'est-à-dire, Beauvoir nous dit on ne naît pas femme, on le devient. Peut-être qu'on pourrait pousser un petit peu le curseur un petit peu plus loin, riche de ce que Butler nous a pu enseigner, puis on pourrait se poser la question de savoir si, au fond, on est vraiment tenu de le devenir. Vous voyez ça ?
Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que la fabrication du genre, c'est quelque chose aussi qu'on peut interroger. Et lorsque Beauvoir, elle témoignait de la bagarre dans laquelle elle était pour être respectée, elle disait « c'est terrible parce que je suis une femme, mais il a fallu me faire pousser en moi un cerveau d'homme ». Elle voulait signifier qu'elle est bien rentrée dans ce processus où elle est devenue peu à peu, pas simplement une femme comme une seconde nature fabriquée par le déterminisme social, mais elle est devenue quelqu'un qui s'est choisi son destin. Elle a échappé à un genre qui lui aurait été assigné par la société, qui aurait pu en faire une bonne femme au foyer avec de bons enfants. Elle s'échappe à ça, mais en même temps, on a l'impression qu'elle se glisse dans l'autre genre, qu'est le genre masculin, en disant je vais être une forte femme, ou bien une femme de tête, ou bien je me fais pousser un cerveau d'homme. Comme si au fond, pour elle, il n'y avait pas d'autre alternative que subir la condition féminine comme une seconde nature, qui est une sécrétion genrée fabriquée par le contexte social, ou bien y échapper, et puis, au fond, ne pas devenir malgré soi femme, mais devenir homme pour conquérir des postes à responsabilité. Vous voyez ça ? Et peut-être qu'à la lumière de ce qu'on vient de voir avec Butler, ou revisitant Butler avec Erwin Goffman, on pourrait se dire, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, sur la question du genre, d'accepter une fluidité ? C'est ça, au fond, ce dont j'essaie de vous parler. Hein ? Et de concevoir, au fond, que si un genre nous a été assigné à la naissance, est-ce qu'on est absolument contraint pour y échapper peut-être d'embrasser l'autre ou de faire, que sais-je, la caricature de l'autre, quoi. De Beauvoir, on a été très violent à son égard. Hein. Par exemple, le PC à l'époque, hein, il y avait des gens qui au PC à l'époque étaient outrés de ce que elle détourne les honnêtes ouvrières de leur devoir de mère. Hein. Et puis de l'autre côté, sur l'échiquier politique, bien sûr, aussi la droite a crié des insanités à son égard, hein, en disant qu'effectivement, bon, bah, c'était rien d'autre qu'un garçon manqué, enfin qu'une hommasse en quelque sorte. Hein. Donc cette espèce d'assignation à deux genres obligés, au fond, peut-être que ça on peut un petit peu l'éprouver, on peut un petit peu le ruiner, l'attaquer à la base avec les perspectives desquelles je vous parle, qui sont celles plutôt d'un deuxième ou d'un troisième féminisme qui passe après celui de Beauvoir. Hein. On ne naît pas femme, ok, on le devient, ok ou pas, mais on n'est pas obligé de devenir femme. Mais on n'est pas obligé de devenir, si on ne veut pas devenir femme, de devenir un homme manqué. Vous voyez ça ? Je vais le dire encore autrement, peut-être maintenant pour essayer de rentrer à un coin qui sera un coin un peu politique. Au fond, est-ce que c'est si bien qu'il y ait des équipes de foot féminin ? Enfin, Dieu sait qu'un mec qui court après un ballon est un con, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, quoi. Alors, Dieu sait que c'est bien con que de réduire le rôle d'une femme à la cuisine, à la ménagère et à la maternité. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu con, la femme voulant s'émanciper, de dire super, je vais devenir un joueur de foot comme un autre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une alternative possible ici ? Est-ce que pour échapper à son destin de femme qui l'enferme dans la maternité, est-ce qu'elle est contrainte et nécessaire alors de se fabriquer une identité qui serait l'identité en miroir, l'identité inverse, qui serait alors l'homme contrefait. De la même manière, faut-il alors qu'elle soit, je sais pas moi, une espèce d'executive woman qui serait la caricature d'un homme en ce qu'il réussit dans les affaires, il est d'initiative, vous voyez, j'emploie d'ailleurs malheureusement un pronom qui est un pronom masculin, mais comme si au fond cette alternative elle serait bloquée, elle serait figée. Enfin, voilà où je voulais en venir dans ce premier mouvement. Ce que je voulais un petit peu vous montrer, c'était la chose suivante, c'était que, bon, je crois que c'est un petit peu acquis par tout le monde, le fait que y a une assignation genrée qui fait de nous soit des Atlas et soit des Gaïa, qui fait de nous soit des petits garçons qui s'habillent en bleu, soit des petites filles qui s'habillent en rose. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont connues, reconnues, dites et redites. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin et puis dire, si on essaie de déconstruire le fait
qu'il y aurait cette double polarité entre les hommes qui sont le support, qui sont la force, et les femmes qui sont Gaïa, qui sont la terre, qui sont la maternité, qui sont la génération, qui sont la nature. Si on déconstruit cette répartition de genre, on peut même aller plus loin et on peut, je crois, on doit maintenant aller un petit peu au-delà de Beauvoir. Et puis, il fait beau voir, d'aller voir au-delà de Beauvoir, et puis d'essayer d'envisager peut-être la possibilité d'échapper même à cette alternative duelle, à cette alternative binaire, et réinjecter un peu de fluidité dans cet art de la performance qui peut peut-être ouvrir la voie à autre chose que cette polarité plurimillénaire entre la femme du côté de la nature et de la génération et l'homme du côté de la force et de l'initiative. Voilà ce que je voulais peut-être vous dire pour en sortir avec cette opposition, cette idée de la femme insupportable devant l'homme qui soupire. Ça, c'était le premier point. Alors, on peut même en rajouter peut-être une petite couche, je sais pas trop. Ouais, si, peut-être. Ouais. Si, peut-être, je sais pas. Faudrait voir, je sais pas. Ça peut peut-être expliquer aussi. Moi, je tire pas à boulet rouge sur Beauvoir, mais j'essaie de voir un petit peu plus loin. Ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi Beauvoir, elle était sans doute très mal à l'aise avec l'homosexualité féminine. C'est-à-dire que elle a eu des aventures lesbiennes avec des jeunes filles. Dont certaines ensuite étaient invitées à découvrir les attraits et les atours cachés de Sartre. Mais sur ce point, en fait, Beauvoir a été d'une extrême discrétion. Comme si, au fond, elle refoulait en elle sa tendance homosexuelle ou sa disposition au lesbianisme. Sans doute pour la raison que j'essaie d'exposer ici dans cette première partie. C'est-à-dire, pour échapper, au fond, à la damnation sociale qui voudrait la réduire à n'être qu'une femme, elle se sent obligée de se faire autre que femme, et donc, elle envisage l'indépendance, la puissance, voire la virilité, pourquoi pas le dire, qui sont les caractéristiques cardinales de l'homme. Elle les assume, elle les choisit, elle en fait ses caractéristiques premières, et de ce fait, elle est en difficulté dès lors qu'elle aurait à défendre ou à admettre justement sa tendance au lesbianisme ou ses intérêts homosexuels. Parce que ça la ferait justement sortir de cette binarité, parce que ça la ferait pas accéder complètement au modèle qui serait le modèle masculin. Par quoi elle échapperait, elle, au modèle féminin. Donc il me semble, si vous voulez, que le je vais pas dire le déni ou le refoulé, on va pas psychanalyser la pauvre Beauvoir, mais enfin, l'embarras ou la pudeur avec laquelle elle a jamais voulu aborder son homosexualité, il me semble qu'elle révèle cela, qu'elle révèle que, au fond, elle était malgré tout elle était d'un féminisme qui prenait acte de l'artificialité de la séparation binaire, mais qui, cependant, n'imaginait pas qu'il puisse y avoir la possibilité d'autre chose que cette bipolarité, quoi. Et c'est ce qui va lui être reproché, notamment dans les années 70 par ce mouvement des Gouines rouges, hein, qui ont reproché justement à Beauvoir d'avoir tu son homosexualité et de ne pas s'en être servi pour mieux encore brouiller les cartes. Parce qu'au fond, si je cherche à devenir homme en tant que femme, pour le dire très très rapidement, ben je consolide au fond le pouvoir qui reste le pouvoir des hommes, puisque j'estime que là c'est un modèle que j'ai à conquérir. Vous voyez ? Et si en plus, effectivement, je t'aime mon homosexualité, c'est que quelque part, je soutiens et je maintiens l'hétérosexualité, qui est toujours à l'avantage de l'homme. Parce que dans un rapport hétérosexuel, si vous avez un homme et une femme, ben dans une société patriarcale, c'est l'homme qui y gagne. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire dans ce premier mouvement. Après, je vais aller un peu plus loin encore pour déconstruire
Gaïa, le couple maudit Gaïa et Atlas, pour essayer de le déconstruire, pour essayer de voir un petit peu au-delà, pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à aller chercher comme ça ailleurs ou autrement. Et on peut aller un tout petit peu plus loin et peut-être que à ce moment-là, on va pas simplement se contenter, si vous voulez, de faire une critique du genre, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin et puis aussi interroger pas simplement l'assignation de genre, mais interroger aussi l'assignation du sexe même. Si on prend un point de vue élargi, si on essaie aussi de prendre de la distance, habituellement, on opère cette séparation-là. C'est-à-dire, pour le dire à gros traits, et c'est encore un discours qui est encore audible aujourd'hui, on dit, bon, le genre, c'est du culturel. C'est ce que j'ai appelé la seconde nature, qui est une fabrication culturelle. Le genre, c'est du culturel. Par contre, dit-on, le sexe, c'est du naturel. Et on soutient, encore aujourd'hui, que si la binarité, Atlas Gaïa, sur des genres, l'homme fort, la femme qui s'occupe de l'engendrement, si cette binarité, elle est une fabrication culturelle, il n'empêche, un homme et une femme, c'est la nature. Un papa, une maman. Alors généralement, un papa, une maman, un enfant, et un curé pédophile, là, si on veut vraiment faire la boucle. Hein. Mais enfin bon, en tout cas, bon, en général, si vous voulez, encore aujourd'hui, il y a cette idée, pour le dire rapidement, que là où il y a du genre, il y a de la fabrication culturelle. Je veux dire, tout le monde est rentré à acquis à peu près les idées de Beauvoir. Mais par contre, la question du sexe, on l'associe toujours à une sorte d'évidence naturelle qui serait au fond un modèle métaphysique. Alors, bon, je suis pas biologiste, mais ce modèle-là, déjà naturellement, il en prend un coup quand même. Il en prend un sérieux coup quand on commence un petit peu à regarder ce qui se passe dans les espèces. Hein. Les dorades. Parlons des dorades sétoises. Hein, vous savez que chaque année, il y a tous les pêcheurs qui se mettent le long du canal, là, à Sète, avec leur putain de canne à pêche, et qui te font, mais alors un génocide de dorades, que c'est incroyable. Au moment où les bestioles, elles vont se casser des étangs, et puis elles vont redescendre à la mer, parce que là, ça commence à faire un peu frisquette. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les dorades, c'est toujours en banc, hein, on dit bande dorade, comme on dit les bancs du parlementaire à l'Assemblée nationale. Hein. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans un banc de dorade, quand ça manque de meufs, eh ben, les dorades mâles, hop, merveille de la nature, elles se font pousser des seins et des minouches, et vas-y. Et il y a un rééquilibrage comme ça de la population des dorades, parce qu'effectivement, au sein de la population des dorades, il y a une circulation, je dis pas d'un genre à l'autre, hein. Il s'agit pas de dire que les dorades qui auparavant s'habillaient en bleu s'habillent en rose, hein. Mais il s'agit vraiment de dire que les dorades connaissent une mutation sexuelle selon la composition des bancs. On a vu ça aussi du côté des mérous. Alors toujours, je m'imagine ce que c'est qu'un biologiste ou qu'une biologiste qui décide de... Alors déjà, un mérou, c'est pas sexy, je veux dire, à la base, quoi. Mais en plus, imaginez la personne, elle fait quand même son doctorat sur les drag queens, je veux dire, c'est les mérous. Enfin, quelque part, on est quand même pas loin d'un cas où il faut un petit accompagnement psychiatrique, quand même, je veux dire. Hein, parce que quand même, quand tu fais ta thèse, tu passes 4 ou 5 ans sur ce truc, quand même, tu vois. Et donc, il y a des gens, tu vois, ils ont passé quand même 4 ou 5 ans de leur vie, comme ça, à mater les mérous pour voir quand est-ce que poussent les couilles, quoi, tu vois. Je veux dire, il y a des trucs incroyables, quoi. Et alors, bon, alors on dit les mérous, c'est loin, 7, bon, faut y aller et tout, bon, c'est charmant, mais bon, voilà, et tout. Mais plus près de nous, par exemple, les coquilles Saint-Jacques, tu manges des coquilles Saint-Jacques, et ben figurez-vous, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps, que la coquille Saint-Jacques, en fait, vous savez, il y a dans la chair qu'on mange, il y a le côté rose et puis il y a un côté plus noir. Et en fait, la coquille Saint-Jacques, en fait, elle a les organes à la fois masculins et féminins, en fait. Ah ben, j'ignorais ça, moi. Hein. Et elle est comme les escargots. Hein. Les escargots aussi sont hermaphrodites. Hein.
Donc de leur coquille, en fait, ils ont 3 toilettes. Et puis aussi les grenouilles, alors qu'ils sont malheureusement en voie d'extinction. Mais je ne savais pas que les grenouilles aussi pouvaient changer de sexe, comme ça. Alors pas comme ça. Enfin, en tout cas, dans sa vie, une grenouille pouvait, comme une danseuse balinaise, du jour au lendemain, comme ça, se faire appeler monsieur ou madame. Donc, je prends la peine vraiment, je prends vraiment la peine d'installer le truc, parce que déjà biologiquement, c'est pas si vrai. On est entre nous. Alors, je vais vous parler aussi d'une expérience personnelle, parce que les gens, ils aiment bien quand il y a un côté comme ça, un peu talk show, un peu confession publique et tout. Moi, j'ai eu un coq qui était transsexuel. En fait, j'ai cru que c'était un coq longtemps, qui était un coq qui avait une voix de fausset. Et en fait, et puis dans mon poulailler, j'avais toujours un tout petit œuf qui avait une coquille très molle. Et en fait, mon coq qui chantait faux, figurez-vous, messieurs, dames, qu'il avait un cloaque. Et il avait des ergots. Et voilà. Voilà. Donc moi j'avais Lady Gaga dans la basse-cour, si tu veux, tu vois. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Donc je vais resserrer maintenant et puis un peu de la philo, mais voilà, c'était le quart d'heure confession. Alors après j'ai été voir j'habitais au Kellar en Petite Camargue. Et après on était voir le vétérinaire quand même parce que ça nous semblait un cas d'espèce. Heureusement le coq on l'avait appelé Claude. Donc si tu veux, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu de soucis. Dominique, on aurait pu l'appeler, mais Claude, c'était nickel, tu vois. Et donc, on l'avait emmené chez le vétérinaire. C'était une fille, le vétérinaire. Enfin, d'apparence, maintenant, il faut se méfier. Elle avait dit, mais c'est incroyable et tout, il faut que je le confie à mon oncle, parce que son oncle était le spécialiste européen des gallinacés. C'était aussi un vétérinaire spécialiste dans les gallinacés, quoi. Alors déjà, il y a des gens, ils font des thèses sur les mérous qui changent de sexe, et après, il y a des mecs, ils ont des réputations internationales, spécialistes des poules en Europe, tu vois. Et tu te dis quand même qu'en biologie, tu as quand même pas mal de gens qui, bon, heureusement, qui bénéficient des bourses du service public, et puis qui font des études post-doc, parce que sinon, je sais pas à quoi ils seraient bons dans l'existence, parce que c'est un dément quand même. Ah voilà, et donc, mon coq-poule, mon couple a été confié à ce grand spécialiste européen. Alors, je prends la peine de poser ça parce que l'idée qui est cette bipartition sexuée, c'est une idée qui est récente, qui remonte à 3 siècles, pas plus en fait, hein, et en Occident seulement. Hein. On sait que lorsque les premiers contacts ont été pris avec le Nouveau Monde, les jésuites ont été étonnés de voir dans les populations de ce qui sera plus tard l'Amérique du Sud un autre sexe et des assignations sexuées qui dépassaient la binarité. Ce qui a été aussi vu à l'époque au XVIIIe siècle chez les Iroquois avec les Berdaches aussi, qui étaient ni hommes ni femmes et qui étaient à part entière un participant d'un autre sexe. Je dis ça s'est mis en place au XVIIe siècle, c'est pas un hasard. Je pense qu'il faut se souvenir que cette époque, c'est une époque aussi où la science médicale commence à s'installer en Occident. Et les travaux de Foucault, ils ont montré une chose qui est très intéressante, si vous voulez, c'est qu'il y a une conjonction du savoir et du pouvoir. C'est-à-dire qu'au moment, au fond, où la science médicale commence à s'installer en Occident, en Europe, elle s'installe pas simplement par souci de santé, mais elle s'installe aussi dans une préoccupation, c'est de penser l'objet homme, de penser l'objet être humain. Et pour ce faire, elle va le fabriquer. Et pour le fabriquer, elle va avoir besoin d'en dehors, elle va avoir besoin d'identifier des anormaux. Et pas simplement de les identifier à travers des taxonomies médicales, mais de les identifier pour les proscrire et les enfermer.
C'est-à-dire que le XVIIe siècle est l'émergence de la médecine, en même temps qu'il est l'émergence des grands lieux d'enfermement, qui sont les hôpitaux, qui sont les asiles, qui sont les usines, qui sont les prisons, qui sont des lieux de la discrimination entre le normal et l'anormal, et le pathologique. Ce qui permettra alors à la science médicale de se constituer. Et tout le travail de Foucault, c'est de nous dire cette chose qui est importante, c'est qu'au XVIIe siècle, quand nous entrons dans une modernité médicale, le paradoxe, au fond, de cette science médicale, elle est science, mais pour accéder au statut de science, c'est-à-dire d'autorité de savoir, il faut qu'elle exerce un pouvoir, et son pouvoir, c'est quoi? C'est fabriquer l'objet duquel elle va parler. C'est-à-dire de fabriquer à travers une instance discriminante, fabriquer des limites, des frontières entre ce qui est normal et anormal. Et donc, mettre en place un dispositif dans lequel, effectivement, il va y avoir cette ségrégation sexuée entre d'un côté le sexe masculin et de l'autre le sexe féminin. Mais donc vous voyez ici qu'on est vraiment, non pas dans une évidence qui est une évidence naturelle, mais on est plutôt dans une évidence biologique en tant qu'elle a été décrétée comme évidence par un pouvoir qui est un pouvoir biologique plutôt qu'un savoir, et qui exerce alors sa prédominance, sa prééminence pour désigner un objet qui sera son étude, en disant l'objet duquel je parle, c'est celui que j'assigne à résidence dans des sexes qui sont binaires, et quant aux autres, je les voue aux gémonies, je les mets à l'extérieur de la normalité et je les enferme. Alors qu'un siècle plus tôt, vous avez par exemple Montaigne qui se passionne pour le cas d'Herculine Barbin, c'est Foucault qui y fait aussi référence. Herculine Barbin, qui c'est en fait, c'est une solide paysanne qui a tous les attributs de la féminité, et puis qui est mariée, qui est mariée à un homme, qui a toutes les caractéristiques et tous les attributs de l'homme. Et un beau jour, Herculine Barbin enjambe un fossé. Ma foi, il faut prendre un peu d'élan. Bah, elle fait un magnifique saut par-dessus le fossé, et là, tout craque et tout descend. Tout descend, quoi, les attributs masculins. Stupéfaction, il n'y a pas tant que ça en fait, pas de stupéfaction. Et Montaigne relate cela, il relate sans être pour autant, on va dire, choqué. Peut-être même il y a quelque chose, j'avais lu un article d'un auteur là-dessus, où il psychanalysait le texte de Montaigne en se demandant s'il n'y avait pas derrière une espèce de fascination, voire une attraction de la part de Montaigne à travers la figure d'Herculine Barbin sur peut-être une expérience homosexuelle. Mais ce qui est remarquable, c'est que au fond, ce que dit Montaigne, c'est que pour lui, cela lui semble au fond quelque chose qui a sa place dans les prodiges de la nature. Il le désigne pas comme quelque chose d'anormal. Il le désigne pas comme quelque chose qui est marqué au sceau de la monstruosité. Alors, il le montre, mais ce qu'il montre, ça n'est pas du monstrueux, c'est du prodige. Entendez par là, la nature est prodigue en de nombreuses formes, et s'imaginer au XV, au XVIe siècle, que parmi toutes les formes naturelles, il y a la tristesse, au fond, d'une assignation sexuée à travers une alternative qui serait homme ou femme, ça rentre pas dans la caboche d'un Montaigne. Et ça rentre pas dans la caboche de son temps non plus, parce que on pourrait dire qu'avant l'âge classique, il y a encore une grande fluidité, c'est le mot que j'ai déjà employé tout à l'heure lorsque j'ai parlé du genre, mais il y a une grande fluidité aussi dans le sexe, c'est-à-dire l'intersexe, vraiment pour l'appeler pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire des êtres qui ont droit d'existence en tant qu'ils sont ni d'un côté ni de l'autre, ceux-là sont reconnus comme des existants à part entière, et pas du tout comme des monstruosités, ou pas du tout comme des anormaux. C'est une tradition tenace. J'en veux pour preuve un texte qui est pas anecdotique, c'est le fameux banquet de Platon, dans lequel il y a Aristophane qui le premier parle, prend la parole et puis raconte le fameux mythe de l'androgyne. Et le mythe de l'androgyne, comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est ce mythe qui vise à dire que à l'origine des temps, nous étions, nous autres, des êtres humains, nous autres les êtres humains, nous étions bi. Nous étions sexuellement tributaires, bénéficiaires à la fois des attributs masculins et des attributs féminins.
Et c'est cela d'ailleurs qui faisait vraiment flipper sa race à Zeus, qui était tellement inquiet de cela, parce que au fond nous connaissions une complétude de ce genre, qui nous a envoyé le coup de foudre. Et le coup de foudre de Zeus, c'est l'opération qui va nous scier en deux, à cause de quoi ensuite nous errons à la surface de la Terre avec simplement des attributs qui sont ou masculins ou féminins. Mais le texte d'Aristophane est vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit au fond que la normalité, c'est l'androgyna. Vous voyez donc la bascule entre l'âge classique de Foucault qui dit que la normalité c'est andros ou guné, c'est l'homme ou la femme, et on pourrait dire la tradition aristophanesque qui nous dit le contraire, qui nous dit la norme, c'est justement lorsque nous arrivons à contenir l'extrême potentialité de celui qui, dans des âges qui étaient des âges qui précédaient le coup de foudre, c'était celui qui avait justement des attributs sexués qui étaient autant masculins que féminins. Alors c'est la raison pour laquelle après, on cherche toujours notre part manquante, raconte la belle histoire d'Aristophane, et on tombe amoureux, puis on fait le contre-coup de foudre, et avec le contre, on va essayer de se raccommoder avec notre part manquante. Mais faites gaffe, parce que si vous cherchez à vous raccommoder avec votre part manquante, en fait, avant que nous soyons foudroyés par Zeus, quand nous étions des êtres de complétude, il y avait parmi nous des êtres qui avaient à la fois les attributs masculins et féminins, mais il y en avait d'autres qui étaient doubles, mais qui étaient 2 fois femmes, et d'autres qui étaient doubles, mais qui étaient 2 fois hommes. Donc, quand vous essayez de pécho, et puis que vous passez de galère en galère en disant non, c'est pas l'homme de ma vie, c'est pas la femme de ma vie, peut-être parce qu'en fait, peut-être qu'à l'origine, vous étiez un androgyne, mais vous n'étiez pas vraiment androgyne, vous étiez andro, ou alors gin. Voyez? Et donc, peut-être qu'il va falloir un petit peu vous réassigner au niveau des expériences érotiques. Et peut-être que si c'est un peu la galère, parce que c'est en fait, vous êtes tombé dans le schéma hétérosexuel, peut-être, il faudrait peut-être aller voir de l'autre côté. Passer le trottoir, comme dirait Macron, et là-bas, vous allez trouver du boulot. C'est possible, c'est possible. Mais ce qui est intéressant dans la pensée d'Aristophane, c'est pas simplement ça, le fait que finalement, il y a 33% d'homos, 33% de lesbiennes et 33% d'hétéros. C'est ça déjà la base, tu vois. Mais ce que je retiens, c'est ça. C'est qu'il y a la place pour l'androgyna primitif. Thèse qui va être pris par Rabelais. Parce que lorsque Rabelais, il vous raconte les histoires de Gargantua, quand Gargantua il est en âge de marcher dans la société des hommes, on l'honore d'une ceinture pour tenir ses brais, et sur cette ceinture, qu'est-ce qu'on fait? On met le couple androgynal, c'est-à-dire on fait apparaître un être, on lui dessine un être qui est à la fois doté des attributs de l'homme et de la femme. Or Gargantua, on le sait, une espèce de géant qui est débordant de vitalité, qui est débordant d'énergie. Gargantua, c'est quelle grande gueule tu as. Donc à la fois, c'est une force de la nature, mais c'est aussi une force de la culture, puisqu'il a une voix qui porte, il est aussi dans la verbalité. Et on voit bien que celui qui est dans l'excellence à la fois dans le champ du naturel, parce qu'il est un géant, et dans le champ du culturel, parce que c'est une grande bouche, il est dans la verbalisation. Au fond, ce qu'il symbolise absolument, c'est quoi? C'est qu'il est porteur à la fois des sexes qui sont des sexes masculins et des sexes féminins. Donc, je crois que c'est important de prendre le temps, si vous voulez, de comprendre cela. C'est ce que je vous dis dans un premier mouvement, c'est que biologiquement, la désignation sexuée binaire, elle ne tient pas la route. Deuxièmement, c'est qu'elle a une fabrication récente d'il y a 3 siècles. Elle s'inscrit dans un processus où la science médicale comme pouvoir fabrique un objet à sa mesure en opérant l'invention de l'anormalité, qui est ce qui sortirait de la binarité sexuée. Et puis, troisièmement, je vais le dire familièrement avec des mots d'aujourd'hui, mais au fond, le queer, au sens anglais du terme des années 60, le queer, c'est l'étrange, celui qui a un peu les caractéristiques de l'un et de l'autre sexe. C'est quelque chose qu'a travaillé l'Occident, vous voyez, juste avant l'âge classique, je vous ai fait un clin d'œil à Montaigne, mais qui remonte à longtemps, j'ai fait une référence à Aristophane, retour de cette figure-là avec Rabelais, et j'aime aller plus loin pour vous montrer en quoi il y a une tradition tenace queer dans l'Occident. Vous savez, Thomas More, il écrit l'Utopie, au moment vraiment où on entre dans la modernité. Vous
C'est vachement intéressant parce que, comme son nom l'indique, Utopia, c'est le premier récit qui met en place, qui met en scène une société qui est une société idéale. Et cette société idéale, c'est une société dans laquelle, au fond, chacun est assigné à une place. Et la place à laquelle chacun est assigné, elle est déterminée à travers des impératifs et des injonctions qui sont rationnelles, voire scientifiques. Et ça, c'est la matrice de toutes les utopies à venir, de toutes les utopies qui vont se constituer, notamment, bien sûr, on le sait, hélas, dans le XXe siècle. Et on voit bien en quoi l'utopie, elle marche dans un processus qui, mobilisant la techno-rationalité, exige que nous ayons une place allouée à un endroit précis dans le champ social. Or, ce qui est rigolo, c'est que dans le même temps, il y a un petit bouquin qui est produit par un monsieur qui s'appelle Thomas Artus. Et Thomas Artus, il écrit « L'île des hermaphrodites », si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une contre-utopie. Elle est très intéressante parce qu'elle vise à se moquer au fond du processus utopique. Et si le processus utopique, il porte en lui une dangerosité, parce qu'il assigne à chaque citoyen une place par rapport à des injonctions qui sont des injonctions normatives rationnelles, eh ben, l'île des hermaphrodites, telle qu'elle est imaginée par Thomas Artus, en fait, c'est une contre-utopie qui, en mettant en avant les figures de l'androgyna, qui mettant en scène, au fond, des figures d'hommes-femmes, eh ben, ridiculise, au fond, le processus utopique. Au moment où apparaît l'utopie, il y a déjà une espèce de, d'extrême vigilance de la part de Artus qui dit « mais méfiez-vous ». Parce que là, dans ce processus-là, vous fixez les gens dans des identités sexuées et peut-être que vous préparez des totalitarismes à venir. Il ne le pense pas comme ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il passe par le détour de la désassignation sexuée pour faire une critique de ce qui pourrait être une menace politique. Vous voyez ça? C'est quand même intéressant. Parce que si je lis ça à ce que j'ai dit de Foucault, ça veut dire que la désignation d'une binarité sexuée comme une évidence naturelle ou comme une évidence métaphysique, un papa, une maman, un enfant. En fait, qu'est-ce que ça cache? Ça cache toujours un process qui est un process politique d'enfermement dans des assignations à résidence au long d'injonctions qui sont des injonctions techniques et rationnelles. Et donc, à l'inverse, la revendication androgynale, la revendication du droit des Arcadiens, pour parler comme Artus ou pour parler comme Montaigne, paradoxalement, ce n'est pas simplement une injonction éthique ou individualiste, mais derrière, c'est aussi une sédition politique. Parce que mettre du trouble dans l'assignation sexuée, c'est mettre du trouble dans les instances de savoir qui sont toujours liées à des instances de pouvoir, et c'est mettre du trouble dans des assignations à des places qui commencent déjà par des assignations à des places sexuées pour ensuite se perpétuer sous la forme d'assignations à des places sociales, économiques ou que sais-je encore. Vous voyez ça? Donc c'est vachement intéressant parce que j'espère vous avoir montré, j'ai pris un petit peu le temps de le faire, mais j'espère vous avoir montré qu'au fond, il y a une tradition souterraine et tenace en Occident depuis l'origine de la pensée, depuis Platon jusqu'à Foucault, en passant par Rabelais ou Artus, qui interroge la figure androgynale, qui la sauvegarde et la défend, non pas simplement comme une espèce de cage aux folles et de rigolade et de carnaval pittoresque et sans autres conséquences, mais en tant qu'elle interroge les soubassements qui sont les soubassements de l'enfermement politique, de la société de contrôle, de la société disciplinaire et ensuite de la société de contrôle. Interroger le sexe, dénaturer le sexe, démétaphysicaliser le sexe, ou déphysicaliser le sexe, c'est une opération qui n'est pas qu'une opération éthique ou individuelle, mais c'est aussi une revendication politique qui interroge les assignations et les enfermements. Ça va, ça? C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Tout ça, je l'ai compris grâce à Claude, mon
mon clouc, ma poule, ma cloque en poule, ma poule en cloque. Voilà, donc spéciale dédicace à ma poupoule, si tu t'entends mon petit cococ. Hein. Voilà. Je voudrais continuer un peu, si vous le voulez bien, et puis m'engouffrer dans la faille. M'engouffrer dans la faille, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de cette... bon, je l'ai appelé depuis cette théorie queer, mais enfin, le mot est anglo-saxon, donc je préfère, comment dire, je sais pas, théorie arcadienne, on va parler comme les gens de la Renaissance, hein, ou théorie androgynale, parce que c'est des mots qui sont jolis aussi, il faut les réhabiliter. Et vous voyez qu'on est loin, au fond, simplement, de la lecture, mais dont il faut faire l'éloge, parce que c'était une lecture en son temps, qui était la lecture de Simone de Beauvoir. Hein. Parce que j'essaie de vous montrer que Simone de Beauvoir, elle est intéressante. Elle a ouvert la voie à la première, mais elle s'attaque à la question du genre en ne prenant pas la peine de s'interroger sur la question du sexe. Et puis d'autre part, la question du genre, elle a pas interrogé la possibilité d'un glissement au sein du genre. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec vous aujourd'hui, c'est vous montrer qu'il y a la possibilité d'un glissement au sein du genre, et d'une. Et puis deuxièmement, c'est ce que je viens de faire à l'instant, vous montrer aussi qu'il y a la possibilité d'un glissement au sein du sexe. C'est ce que j'appelle un peu ma théorie de l'androgyna, qui était là, présente, opiniâtre, toujours au cœur même de l'Occident. Elle a été pensée. C'est pas simplement un fait de littérature ou un fait de fiction, parce que pour l'instant, ce que j'ai fait défiler, ça n'ont été que des mythes, des mythes avec Aristophane, du clin d'œil un peu séditieux avec Artus, du fictionnel avec Rabelais, de l'anecdotique avec Montaigne. Mais cette question de l'androgyna, du glissement du sexe, comme il y a un glissement du genre, elle a été pensée par un auteur duquel on n'a que de très faibles fragments, mais qui est assez remarquable. C'est un gars qui vient d'Arles. Moi, j'ai fait du local, hein. J'ai fait du circuit court. Hein. Je vous ai parlé des dorades de Sète, je vous ai parlé de mon coq-poule du Kellar à côté de Vauvert. Et là, je vous parle d'Arles, parce que c'est du circuit court, parce qu'il faut être locavore aussi, intellectuellement parlant. Hein. Il y a des pépites par chez nous aussi. Hein. Et le gars duquel je voudrais vous parler, le gars ou la garce d'ailleurs, c'est Favorinus ou Favorinos. Cet androgyne, car c'en était un, est très intéressant. On est au second siècle, on est à Arles, donc c'est bien avant Patrick de Carolis. Déjà quand il naît, en fait, Favorinos, il a des caractéristiques sexuées qui sont inidentifiables, en fait. Ce qui est dangereux parce que avec ça, en fait, dans l'Antiquité, dans le droit romain, si l'enfant que vous mettez au jour est un hermaphrodite, il faut le vouer à une mort certaine. Il faut le déclarer aux autorités. Ensuite, il faut le mettre dans un petit cercueil de son vivant, clouer le cercueil, et ensuite le noyer en pleine mer. Bon, ce qui est vraiment la grosse pilule du lendemain, quand même. Hein. Les parents de Favorinos appartiennent à la société la plus nantie. Ils arrivent à faire passer Favorinos pour un garçon. Ce ne sera pas Favorina, ce sera Favorinus. Et le jeune, ouvrez les guillemets, garçon, sait qu'il a échappé à une mort certaine avant ses 3 ans, puisqu'il aurait dû être condamné. Et très vite quitte la Gaule, quitte Arles, et décide de faire ses humanités en étudiant la philosophie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va à la Nouvelle Académie, et à l'époque, la Nouvelle Académie est entre les mains de penseurs qui sont des penseurs, on pourrait dire aujourd'hui, très islamo-gauchistes, en fait. Hein. Vous avez des gens comme
On l'étudie beaucoup, Pyrrhon. Pyrrhon, c'est un des grands théoriciens du scepticisme. Et Pyrrhon est remarquable parce que son scepticisme l'enjoint à douter du témoignage des sens. Est-ce qu'il est certain que ce que je vois est de telle couleur ou de telle autre couleur? Mais c'est pas que ça. Le scepticisme pyrrhonien, c'est un scepticisme radical qui vient à douter aussi des valeurs qui sont les valeurs sociales, les valeurs culturelles. Au nom de quoi, je sais pas, le cannibalisme serait-il haïssable et ainsi de suite. Le jeune Favorinos assiste à des cours qui sont des cours de ce scepticisme radical. Ça a un écho chez lui, puisque lui, il a échappé à la mort de manière certaine, parce qu'on a dit de lui qu'il était garçon, mais il ne se sent pas garçon. Il se sait au-delà d'une assignation sexuée. Donc vous comprenez qu'un discours sceptique comme celui de Pyrrhon peut avoir un écho. C'est l'époque aussi où enseigne quelqu'un qui revient de loin, qui s'appelle Dion Chrysostome, qui est un penseur qui est passé par l'école de Diogène le Cynique, donc qui est dans un rapport extrêmement critique et radical par rapport à toutes les injonctions culturelles et à toutes les normes sociales. Vous savez que Diogène, c'est celui qui se masturbe en public et qui dit « mais pourquoi je pourrais pas satisfaire ma faim aussi facilement que je pourrais satisfaire mon appétit sexuel ?» C'est celui qui a des attitudes provocantes et scandaleuses parce qu'il estime que c'est comme ça qu'on peut faire de la philosophie. Et donc là encore, vous comprenez que la norme sociale, elle en prend un peu quand même dans sa gueule avec un mec comme Dion Chrysostome, qui est l'héritier de Diogène. Et c'est à tout ça que va boire intellectuellement Favorinus. Et ensuite, on a, je vous le disais, pas beaucoup de fragments de sa philosophie. Il y a deux trucs simplement, deux trucs qu'il faut retenir. C'est qu'il fait des tournées tout autour de la Méditerranée. On n'en sait pas grand-chose, sinon que c'était un peu les Rolling Stones de l'époque, quoi. Dès qu'il arrivait sur une ville de la Méditerranée, c'était carton plein à chaque fois. Les gradins étaient remplis, les Toulousaines étaient pliées en deux, les mecs fous, tout ça. Un peu Ziggy Stardust, en fait, tu vois, quand il faisait ses allocutions. Ça, c'est le premier point qu'on sait. Le deuxième point, c'est qu'on n'en sait pas plus, donc c'est quand même peu. Troisième point, c'est qu'il va connaître l'ostracisme, il va être... on va lui confisquer tous ses biens et on va le balancer sur une petite île à côté de la Turquie où il n'aura pas de contact, liaison internet de merde, enfin l'horreur pour lui, quoi. Il perd tous ses contacts et tout et tout. Bon, nouveau téléphone, plus de carte mémoire, enfin l'horreur, quoi. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a des fragments du temps où il est sur cette île. Et dans ces fragments, que fait-il? Il se réjouit de l'exil. Ça, c'est un des rares auteurs, en fait, qui ne vit pas l'exil de l'ostracisme comme une retraite grâce à quoi il va pouvoir faire le point sur lui-même, et il dit c'est bien parce que j'ai coupé les liens avec une société artificielle, grâce à quoi je vais pouvoir me convertir à moi-même. C'est les mots qu'emploie par exemple Sénèque quand il est ostracisé en Corse. Lui, Favorinos, il dit finalement ça me dérange pas d'être un exilé, et au contraire même rien n'est mieux que la condition d'apatride, rien n'est mieux que la condition de cosmopolite. Et il met côte à côte les trois valeurs. Le cosmopolite, c'est quoi? C'est le citoyen du monde. L'apatride, c'est presque la conséquence logique du cosmopolite, c'est celui qui refuse d'être assigné à une mère patrie. Et donc il dit rien n'est mieux que d'être apatride, rien n'est mieux que d'être apatride parce qu'enfin vous êtes disponible pour le cosmopolitisme. Et donc rien n'est mieux que l'exil. Et alors c'est très étonnant parce qu'en fait il est un des rares auteurs de l'Antiquité en fait qui fait l'éloge de celui qui est le déraciné. Et je pense, enfin c'est la thèse que je vous soumets, mais je pense qu'il vit très bien le déracinement parce que au fond il l'a déjà vécu dans son corps propre. Vous voyez ? Dans sa chair, il a été déraciné. Ou plutôt, dans sa chair, on l'a assigné à la patrie masculine. Et jamais il y a cru. Et les études qu'il a faites à la lecture des auteurs cyniques ou sceptiques l'ont convaincu que l'assignation à résidence dans un corps de garçon était une facticité grotesque. Et donc, de la même manière, l'assignation à un corps à une patrie, c'est pour lui la même chose. Que ce corps soit biologique ou que ce corps soit social, c'est toujours un corps d'emprunt auquel je n'ai pas à m'identifier. Et c'est pourquoi il fait l'apologie du cosmopolitisme, c'est pourquoi il fait l'apologie des apatrides, et c'est pourquoi il fait l'apologie de l'exil. Il va même plus loin, il dit « Notre condition à nous êtres humains, c'est la condition exilaire. Et moi qui ai été exilé, enfin je retrouve ma vraie nature. » Il ne se pense pas comme celui qui a été évacué loin de Rome, et c'est une catastrophe. Il se pense comme celui qui, loin de Rome, a trouvé sa vraie nature, parce que sa nature, c'est d'être éloigné de toute terre. Comme il doit être éloigné de tout corps sexué.
Et donc, ces textes, malheureusement fragmentaires, sont vachement intéressants, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une anthropologie à l'envers, où il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, on est enfin soi-même quand on n'est pas quelqu'un, ou qu'on n'est pas quelqu'une. On est enfin soi-même quand on se glisse entre les mailles du filet. Au fond, il est en train de dire une bonne question, c'est pas qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'être humain? La bonne question, c'est qu'est-ce que c'est que l'être humain en tant qu'il a compris qu'il n'a pas à être? Et pour vraiment ne pas être, il faut déjà ne pas être homme ou femme, il faut déjà ne pas être romain ou barbare. Et donc, vous voyez, il fait tenir ensemble, me semble-t-il, dans quelque chose qui est existentiel et politique, ce dont j'ai parlé là, tout à l'heure, en prenant appui sur les auteurs préalables, ce que j'appelle une théorie de l'androgyna. Et cette théorie de l'androgyna, qu'est-ce qu'elle fait? En interrogeant l'assignation sexuée, elle interroge derrière aussi l'assignation politique. Vous voyez ça? Ben, je pense qu'il y a déjà tout ça chez Favorinos. Et il y a déjà tout ça aussi. Pourquoi? Parce que dans les fragments, non seulement il fait l'éloge de l'exil, mais il fait l'éloge d'autres choses. Il fait l'éloge ce qu'il appelle les polytropos. Ah, et polytropos, c'est quoi? Poly, plusieurs, tropos, c'est ceux qui savent jouer plusieurs personnages. Et il dit trop. S'il y a un mec cassure, c'est Ulysse. Et il dit Ulysse, il est polytropos. Ulysse, pourquoi il est cool comme mec? Il n'est pas cool parce qu'il est valeureux. D'ailleurs, il n'est pas valeureux. La vérité, c'est que c'est une enflure du dernier degré. Je veux dire, quand il va niquer les sentinelles de Troie en inventant le cheval de bois, le cheval de Troie, vous n'allez pas me dire que c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le chevaleresque, la générosité, la valeur et le courage. Je veux dire, c'est quand même s'infiltrer de nuit, quoi. C'est une opération commando de gros lâches, en voyant les choses pour ce qu'elles sont. Mais il dit Favorinos, moi ce que je kiffe en fait chez Ulysse, c'est quoi? C'est que Ulysse, en fait, tout au long de l'histoire, il joue plusieurs rôles. C'est-à-dire que, par exemple, bien sûr, il va jouer le rôle du roi cocu, foudrage à la fin, vengeur masqué, qui va dégommer tous les courtisans de Pénélope. Mais il va jouer aussi le héros intrépide. Mais il va jouer aussi le mendiant pour arriver à frapper aux portes de son propre palais. Et ce que dit Favorinos, c'est que Ulysse est méritant, non pas parce qu'il a un roi exceptionnel, puis un guerrier exceptionnel, puis un mendiant exceptionnel, puis un vengeur exceptionnel. Ulysse est remarquable parce qu'il peut facilement passer d'un rôle à l'autre. Vous voyez ça? C'est pas un grand roi, un grand combattant, plus un grand maître trompeur, plus un grand mendiant, plus un grand vengeur. C'est d'abord celui qui peut être n'importe quoi. Il est le polytropos. Il est celui qui peut sans cesse se métamorphoser et changer en permanence d'identité. Et là, on comprend mieux pourquoi, alors, vous savez, la fameuse bravade qui est celle d'Ulysse, lorsque s'adressant au Cyclope qui demande son nom, il dit « je suis personne ». Mais ça fait complètement donner du bonheur à Favorinos, parce que je suis personne. C'est-à-dire, je n'ai pas à concevoir qu'il puisse y avoir, même derrière le jeu des masques, un acteur. Parce que si je soutiens alors que je joue de masque en masque, mais que derrière le masque, il y a le visage de l'acteur, je maintiens qu'il y a une essence. Je maintiens qu'il y a quelque chose, là, solide, qui peut être assigné à une essence. Et pourquoi pas mâle ou femelle? Et pourquoi pas romain ou barbare? Et quand on dit qu'il est polytropos, on dit ce mec joue magnifiquement des masques, mais il n'y a pas de visage derrière. C'est pourquoi il est personne. Et en tant qu'il est personne, il est inassignable. Et en tant qu'il est inassignable, alors il peut jouer des masques. Dans la grande comédie, voire dans la grande farce, qui s'appelle l'existence humaine. Et bien ça, c'est peut-être alors la proposition qui est faite par Favorinos. Et ce faisant alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que les études de genre que nous faisons en montant la pression, puisque maintenant on pourrait dire qu'on fait des études de sexe là tout de suite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons travailler dans un héritage traditionnel occidental pour aller puiser ici, chez Favorinos, peut-être des éléments qui peuvent alimenter notre réflexion. Je voudrais enfin, pour conclure, mobiliser une ultime et dernière autrice
parce qu'il fallait quand même que je joue aussi de l'autre côté. Et je voudrais vous parler d'une dame qui est morte je dis dame rapidement, en 2012, et qui s'appelle Gloria Anzaldúa. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de texte traduit d'elle jusqu'à présent, mais c'est aussi un peu normal parce que elle écrit dans une langue qui est pour ainsi dire la sienne, vraiment, parce que c'est une langue qui est extrêmement créolisée. Je vais vous expliquer ça. En fait, elle, à la base, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est ouvrière agricole. Elle est ouvrière agricole au Texas, d'une famille moitié américaine, moitié mexicaine. Elle a sans doute du sang mêlé qui renverrait peut-être à des origines qui seraient germaniques, ou peut-être aussi basques, on n'en sait pas trop. Mais vous voyez ici que c'est vraiment une femme du métissage. C'est aussi une femme du métissage parce que ses premières années, elle va les faire à la frontière entre le Mexique et puis les États-Unis. Et elle a aussi bien sûr du sang indien qui coule dans ses veines. Et elle a une grand-mère qui est plus ou moins rebouteuse, sorcière, avec laquelle, quand elle est petite, elle va cueillir des herbes médicinales. Et lorsqu'elle décide de prendre la plume, ce qui est très intéressant, c'est que les textes même qu'elle écrit, c'est les textes dans lesquels elle va brasser l'anglais américain, l'espagnol mexicain, mais elle va aussi convoquer des idiomes qui sont des idiomes du nahuatl, qui est la langue des peuples indigènes d'Amérique du Sud. Et tout ça fait au fond que sa langue même est une langue métissée. Et la thèse de Anzaldúa est très intéressante parce que, si vous voulez, je pense qu'elle fait la boucle par rapport à ce que j'ai pu vous dire en introduction, en invoquant Judith Butler et en invoquant Freud. Tout à l'heure, au début de mon propos, je vous avais dit, il nous travaille une certaine nostalgie parce que nous n'arrivons pas à être à la hauteur du genre qui nous a été assigné. C'est ce que dit Freud. Et c'est ce que va reprendre aussi quelque part Judith Butler lorsqu'elle dit aussi que, au fond, il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre de la langueur, peut-être de la tristesse, parce qu'on n'arrivera jamais à être à la hauteur du genre qu'on nous invite à performer. Au fond, tous ces auteurs-là, leur défaut, qui va être corrigé par Anzaldúa, c'est quoi ? C'est que d'un côté, ils reconnaissent que le genre ou le sexe, ce sont des catégories caduques, et en même temps, malheureusement, avec cette notion qu'est cette notion de nostalgie, ils laissent entendre qu'il y a la quête d'une identité qui est difficile à conquérir, qui est au-delà de nos forces. Nous aimerions nous reposer dans une identité masculine ou féminine. Nous performons toujours en essayant de nous y en approcher, mais nous n'y parvenons pas. Or, la thèse d'Anzaldúa est très intéressante, parce que quelle est-elle ? Eh bien, au fond, elle dit il s'agit de défendre le métissage, il s'agit de défendre, au fond, le fait qu'il n'y a pas d'identité, où ce que nous avons à maintenir vivant en nous, c'est une dimension fractale et plurielle. C'est-à-dire, nous sommes des êtres polymorphes. De la même manière que Favorinos a dit de nous que nous étions des êtres polytropiques, que nous pouvions sans cesse passer de masque en masque et qu'il n'y a pas d'assignation à résidence dans le genre et dans le sexe, eh bien, Anzaldúa dit, effectivement, nous sommes des êtres sans cesse métissés. Je suis basque, allemande, indienne, mexicaine, américaine, mais j'ai pas à être hanté et habité par le mythe d'une origine, le mythe d'une identité que j'aurai à conquérir. Et à l'inverse, ce qu'il s'agit de développer en moi, c'est la plurivocité d'identités qui sont multiples. Et elle va mobiliser dans ces textes à la fois des gens qui sont sur la frontière, comme le sont tous les migrants, mais qui sont sur la frontière pas simplement géographique, mais qui sont sur la frontière des genres, parce qu'elle a des pratiques amoureuses qui sont des pratiques amoureuses lesbiennes, mais des frontières qui sont aussi des frontières de sexe, parce qu'elle travaille dans les champs d'agrumes du Mexique, et elle va être intoxiquée en fait par les intrants
qui vont lui dégommer son système génétique, et de telle sorte qu'elle va avoir ses premières règles à 3 ans, puis après elle va avoir une véritable mutation génétique qui fait qu'elle ne se sent pas assignée non plus à une identité qui serait une identité de jeune fille. Et puis continue-t-elle à décliner. Il y a à entendre, elle se souvient sans doute de sa grand-mère, qui est la fameuse sorcière de laquelle je vous parle, il y a à entendre aussi la voix de ceux qui ont une expérience spirituelle de la frontière et qui sont les chamans, qui sont ni du côté des morts, ni du côté des vivants, ni du côté des êtres humains, ni du côté des animaux. Et cette idée qu'il faut toujours se maintenir à la frontière, cette idée selon laquelle, au fond, il faut en finir avec la recherche d'une identité ou la défense d'une identité, mais au contraire où il s'agit de se nourrir et de s'enrichir sans cesse d'une fractalité et d'une multiplicité intérieure, elle est très intéressante parce que, à mon sens, elle accomplit vraiment le programme qui était contenu dans la critique du genre et la critique du sexe, considérer alors que le sexe comme le genre sont des fabrications culturelles absolument, on va dire, factices et conventionnelles. Aller au terme de la réflexion, c'est concevoir aussi, bien qu'il n'y a pas, au fond, une Ithaque qu'il s'agirait de retrouver, qui serait mon Ithaque naturel, par-delà les assignations genrées ou sexuées. Mais il faut en finir avec ce mythe d'une origine, d'une identité ou d'une Ithaque. Mais il s'agit au contraire d'accepter la fractalité et la pluralité. Et la pluralité, pardon. Et ça, il me semble que notre dernière autrice, elle peut être assez bien la promotrice de ce joyeux bordel dans le genre et dans le sexe, qui fait que, au fond, si maintenant, pour conclure, je reviens à l'image inaugurale. L'image inaugurale, vous vous souvenez, c'était ce mâle cisgenre blanc de 50 millénaires et plus, qui était Atlas, qui avait à supporter la figure, qui était la figure, ou plutôt l'emblème, qui était l'emblème de Gaïa, qui était la terre nourricière, matricielle, ronde, féminine. Peut-être qu'on peut un peu renverser la perspective et revenir peut-être maintenant, et je vais conclure avec ça, à l'hypothèse inverse, puisque alors là, il y a une grande fluidité qui peut se faire, et l'hypothèse inverse, c'était la fameuse hypothèse Gaïa, qui avait été énoncée dans les années 80, si je dis pas de mémoire, par James Lovelock, qui inversait le processus, puis qui disait, mais en fait, c'est pas Atlas qui supporte la Terre, c'est la Terre qui a supporté une humanité insupportable. La Terre comme organisme vivant qui a une croûte autour d'elle, qui est cette croûte de quelques kilomètres, qui est de plus en plus phagocytée par ce microbe qui s'appelle l'humanité et qui l'étouffe toujours plus. Et donc en fait, c'est pas tant ici Atlas qui aura à supporter la Terre que la Terre qui aura à supporter une humanité qui l'a fait toujours plus étouffer. Et peut-être alors ici, faudrait-il faire un tour du côté de, et c'est avec elle que je vais conclure, Françoise d'Aubonne, qui est la première à penser dès les années 70 l'écoféminisme et qui pense en fait les catégories de l'écologie à travers les catégories du patriarcat et qui montre que le rapport qu'on a peut-être à l'écologie, le rapport qu'on a à l'exploitation naturelle, il est inséparable aussi d'un rapport qui est un rapport sexué et genré. Et de faire éclater les catégories du sexe et du genre, ça va peut-être permettre alors de repenser autrement le rapport d'occupation proliférante et microbienne peut-être de l'humanité à la surface de cette Gaïa, pour qui en définitive ce qui est vraiment insupportable, eh bien peut-être c'est la phallocratie. Je vous remercie. Ben, je vous en prie, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si c'est le lieu qui a des questions, des remarques. Tout au fond, là-bas, il y a un micro. Non, bah, du coup, ça fait exploser toutes les catégories
Et c'est très intéressant. Et je me demande alors comment on pense la lutte féministe. Est-ce que la lutte féministe a encore une place? Puisque considérer une lutte féministe, ça veut dire qu'on considère une identité de femme. Et si tout ça explose en éclats, comment on se positionne, comment on pense l'identité et l'égalité aussi, la lutte sociale? Oui, vous avez raison de poser cette question, parce que vous avez vu que j'ai poussé le curseur loin, notamment dans ma deuxième partie, puis en invoquant la figure de Favorinus et puis la figure d'Alzoa, puisque au fond mon propos, à travers la question à travers le concept du polytropos et à travers le concept du métissage, il y a un mot qu'elle emploie que j'ai omis en Alzoa. Elle parle du Nepantla. Et Nepantla, ça va me permettre de revenir sur votre question de l'identité. Le Nepantla, c'est quoi? C'est une petite anecdote. Lorsque les jésuites sont arrivés en terre indienne, il y avait un jésuite, vous savez qu'ils ont fait des recueils des lexiques de la langue nahuatl, c'est grâce à ça qu'on a pu la conserver aujourd'hui. Et il y avait un jésuite qui avait donc un locuteur nahuatl avec lequel il apprenait la langue. Et ce locuteur communiait tous les dimanches matins, et donc il mangeait l'hostie. Et un jour, le jésuite vient lui rendre visite, et lorsqu'il lui rend visite, l'Indien est tout entier consacré à rendre un culte au soleil jaguar. Et alors le jésuite se moque de lui en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi tu tombes encore dans cette superstition, alors que tu es dans la vraie foi tous les dimanches matins. » Et l'Indien lui fait la remarque suivante, et lui dit « Mais est-ce que tu es encore Nepantla ?» Et Nepantla, ça veut dire, en nahuatl, est-ce que tu es encore à la lisière? Est-ce que tu es encore dans l'entre-deux? Et ça, c'est vraiment la clé pour comprendre la pensée d'Anzaldúa. C'est-à-dire, pour elle, la question ne se pose plus en des termes d'identité, pour reprendre le mot que vous avez employé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de défendre l'identité féminine, mais il s'agit de défendre la posture ou la posture intellectuelle et le positionnement existentiel qu'est de l'être qui assume d'être à la lisière ou qui assume de passer la frontière toujours. Et c'est à partir de là que pour elle se constituent les luttes. Donc les luttes, elles se constituent dans le refus d'une assignation à résidence et dans la reconquête d'une tension, dans la reconquête du glissement. De ce fait, on pourrait dire que militer pour défendre, je reprends vos mots, une identité féminine, ce serait, à ses yeux, quelque chose comme un fourvoiement. Je continue encore, il y a une autrice que je n'ai pas mobilisée, j'ai hésité à le faire, c'est Monique Wittig, qui dit une chose qui est absolument remarquable, et je pense qu'elle a du sens aujourd'hui, mais pour la comprendre, il faudra peut-être un petit peu transposer. Monique Wittig dit la chose suivante, elle est totalement inaudible à son époque, elle dit ça dans les années 60-70, elle est tellement inaudible, même dans les groupes de lesbiennes, qu'elle va quitter la France et enseigner aux États-Unis. Elle dit la chose suivante, je résume et je vais vite, mais elle dit au fond, notre drame vient de ce que la langue est sexuée et genrée, et que, en fait, la langue est une confiscation masculine. Elle détermine des constructions sémantiques et donc des représentations du monde qui sont masculinisées. D'accord ? Je sais pas, vous avez un texte érotique dans lequel il est écrit « il la pénétra ». Vous avez très peu de textes érotiques dans lesquels il est écrit « elle l'engloutit ». Voilà. Donc, la langue est une langue qui est pénétrée de masculinisme, et c'est pourquoi elle va aller jusqu'à soutenir la thèse suivante, c'est que, en fait, la désignation de femme est une désignation qui me fait advenir comme femme
parce que sur moi, un signe a été posé, désigné, et ce signe, il a été posé par une langue qui est instrumentalisée par une puissance masculiniste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait advenir comme femme? Un discours porté sur moi qui me dit, toi, la petite fille, etc. Et ce discours qui me fait advenir comme femme, en tant qu'il est discours, est porteur de valeurs qui sont les valeurs d'une langue masculinisée, de telle sorte que je suis sécrété par un organe de pouvoir qui est confisqué par les hommes. Et c'est la raison pour laquelle elle va écrire ce texte qui est, je crois, très intéressant, qui s'appelle « Les guerrières ». Et rien que le titre est magnifique, mais magnifique, parce que Les guerrières, elle l'écrit comment? Elle l'écrit I2L, E accent grave, R-E-S. C'est-à-dire, donc c'est pas guerrier féminisé, c'est guerrière. Donc rien que le fait de tordre l'orthographe est une manière pour elle de s'approprier un mot en disant ce mot, il échappe au pouvoir masculiniste. Vous voyez ça? Je vais le dire autrement. De la même manière que les auteurs de la négritude nous ont expliqué effectivement que c'est le regard du maître blanc qui fabrique le noir comme nègre, Monique Wittig ira jusqu'à défendre la thèse que c'est le regard et le langage de l'homme mâle qui fabrique l'identité féminine et qui l'enferme dedans. Et donc, elle a un magnifique discours qu'on peut retrouver dans La pensée straight, dans laquelle elle dit « On ne naît pas femme, on n'a pas à naître femme. » Là, c'était inaudible à l'époque, je ne sais même pas encore si c'est aujourd'hui audible. En tout cas, c'est intéressant, hein. C'est quand même très intéressant. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a bousculé les logiques de domination masculin, féminin, noir, blanc, on fait la révolution, mettons. Enfin, il y a différentes formes de révolution. D'autres logiques de domination vont forcément se succéder. Et c'est là la question, en fin de compte, c'est comment faire en sorte... Alors la langue est peut-être une des réponses, hein, c'est clair, qu'on a peut-être à retravailler tout ça profondément, mais on se dit quel boulot, quoi. Sachant qu'on voit bien que la négritude, c'est en marche, le pouvoir des hommes noirs, des femmes noires, bon, c'est pas gagné non plus. Mmh. Et l'idée du métissage, hein, que ce soit en parlant de race, justement de sexe, de genre, ça pose la question de comment on reconstruit l'ordre du monde, en fin de compte. Puisque tout ça, ça obéit à une logique de mise en ordre du monde. Enfin, il me semble, hein, il y aura des gens à qui on assigne une fonction, en fin de compte. On assigne une fonction à chacun. Et en réinterrogeant tout ça, en bousculant tout ça, bien sûr, on recrée d'autres logiques de domination. Et comment faire en sorte d'échapper, enfin de faire toujours plus d'esclaves, toujours plus de pauvres, toujours plus de... parce que finalement, en ce moment, on vit, c'est vrai, un bouleversement sociétal, on sent bien, mais politiquement, on a l'impression qu'il y a plus d'injustice, plus de pauvreté, plus de... voilà, donc finalement, tout ça ne mène pas forcément à plus de justice non plus. Enfin, en tout cas, on est dans une période qui nous... Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup, tout ça. Parce que je me dis, à la fois, on gagne en liberté, au moins en liberté de penser, mais concrètement... Oui, je vous remercie de votre remarque, madame, parce qu'il y a un mot que j'ai peut-être même pas prononcé. Je l'ai laissé entendre par rapport à la question du cosmopolitisme ou de l'apatride. Mais il y a un mot que je ne pense pas avoir prononcé directement, c'est le mot politique, quoi, qui est sans doute un gros mot, mais qu'il faut se coltiner. Parce que là où je m'inscrirai un petit peu en faux, si vous le permettez, par rapport à votre propos, c'est que je ne suis pas certain que la question de la domination, on puisse la penser, là encore, comme une catégorie qui est une catégorie anhistorique et hors sol.
j'ai conclu mon propos avec Françoise Daubonne, qui est la première à penser l'écoféminisme, une Française des années 70, même si on s'imagine que c'est des concepts américains des années 80. Elle dit très clairement qu'il faut quand même identifier la racine du mal, quoi. Et la racine du mal, elle est quand même un régime d'économie, un régime politique d'économie, un régime d'économie politique qui s'appelle le capitalisme, quoi. Et ça, on ne peut pas faire autrement, à un moment ou à un autre, de le nommer quand on se pose la question des luttes féministes. Voire même, ne pas le nommer, c'est contribuer à l'échec des luttes féministes. Je pense que là-dessus, il y a vraiment une analyse mais qui est criante de vérité, qui est celle de Silvia Federici, qui est une féministe contemporaine, qui a des textes qui sont, je crois, d'une clarté, mais sur lesquels il faut revenir. C'est que, en fait, l'édifice de domination duquel vous parlez est un édifice qui est un édifice patriarcal. Il se superpose quand même beaucoup à un édifice qui est aussi capitaliste, quoi. On ne peut pas nier le fait que les métiers qui sont les plus subalternes et les plus ingrats sont confiés, enfin sont imposés dans leur grande majorité à des femmes qui ne choisissent pas ces métiers et qui sont des métiers qui sont plutôt de l'ordre de la disqualification sociale ou symbolique, hein. On a découvert comme par hasard pendant le confinement que ce pays ne tenait que parce qu'il y avait des aides-soignantes, que parce qu'il y avait des infirmières, que parce qu'il y avait des institutrices, que parce qu'il y avait des caissières. Et donc le nerf de la guerre, ce sont d'abord non pas ces premiers de cordée, mais ces dernières de corvée qui font tenir tout l'édifice capitaliste et qui portent sur leurs épaules modernes Atlas A2SE, qui font tenir sur leurs épaules tout l'édifice capitaliste. Et Silvia Federici va même encore plus loin, Federici va encore plus loin, elle considère que le régime de domination capitaliste est essentiellement patriarcal, c'est-à-dire les meilleurs postes, ceux qui font tenir debout le système, sont confiés à des hommes. Mais ces hommes eux-mêmes ne tiennent le coup que parce que lorsqu'ils reviennent dans la sphère privée, ils bénéficient de l'accompagnement, du soin, du soutien, du support, modernes Atlas avec A2SE, de toute la communauté des femmes. C'est-à-dire que si à l'extérieur, dans l'espace public, il faut à l'homme être violent, compétitif, mobilisant toute son énergie pour être un conquérant, il lui faut penser ses plaies à l'intérieur, dans le foyer familial, où là, eh bien, il pourrait y avoir un enveloppement affectif qui pourra le guérir de ses blessures. Elle enseigne d'ailleurs qu'il faudrait un jour ou l'autre se poser comme la question de savoir si le care, la philosophie du care, est vraiment une philosophie émancipatrice ou pas. Je mets une parenthèse sur cette question. Mais toujours est-il que Silvia Federici dit que si par malheur, un jour, il n'y avait pas tout ce travail de l'intime et du domestique, qui est le travail qui rafistole et raccommode les hommes pour qu'ils puissent ensuite retourner au charbon, retourner au monde du salariat, retourner au monde de la domination capitalistique, pour le faire tenir debout, alors ce monde s'effondrerait. Or, ces femmes qui sont le soubassement du régime capitaliste, par quoi le régime capitaliste soutient et tient le coup, sont bien sûr invisibles, non payées, et cet espace domestique est un espace qui est totalement oblitéré, alors qu'il est la condition par quoi le capitalisme se maintient et perdure. Donc, sa thèse à elle, si vous voulez, c'est, par rapport à votre intervention, c'est que il est indissociable de s'attaquer à la fois au capital, à l'État en tant qu'il est un organe politique au service des classes économiques dominantes. Il est indissociable de s'attaquer à la question du capital, à la question de l'État et à la question féminine et féministe. Et les trois doivent aller de pair, mais ne pas politiser la question de la domination, c'est la faire perdurer. Elle parle d'ailleurs du gouvernementalo-féminisme, c'est-à-dire d'un féminisme d'État qui fait l'impasse sur la critique du capitalisme, qui est pour elle non seulement irrecevable, mais qui contribue à perpétuer la domination masculine.
Gouvernementalo-féminisme. Pas mal, hein? Schiappa. Pour le dire rapidement. Schiappa est l'ennemi de toutes les femmes. Je vous en prie. Pardon? C'est les hommes qui sont insupportables. Alors, j'ai hésité à aller dans cette direction, mais je pense qu'aussi on peut l'emprunter. Je pense qu'on peut l'emprunter. Je pense qu'on peut se passer des hommes, en fait. Enfin, ça marche pas, quoi, les hommes. Ça marche pas, les hommes, quoi. C'est un peu ce que dit Wittig, et puis c'est ce que dit aussi Despentes. Hein. Parce que, enfin, c'est voué à l'échec, un bonhomme, honnêtement. C'est voué à l'échec. Un bonhomme, il a été construit de toutes pièces, au niveau du genre comme au niveau du sexe, pour ne vivre que dans l'extériorité, dans la combativité, dans l'extériorité, dans l'oubli de l'introspection et dans l'oubli de l'empathie. On peut le dire rapidement, quoi. Ah, je crois, hein. Je crois, hein. Et quand il y a des textes dont on croit qu'ils sont provocateurs, qui interrogent vraiment, non pas la place de la femme, mais la place de l'homme pour se poser la question de savoir s'il est vraiment utile ou nécessaire, je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Hein. Je m'en fous, hein, je suis une femme à barbe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, enfin, il y a la binarité genre et sexuée, et puis même l'hétérosexualité homme-femme, enfin, elle est proprement insupportable. Enfin, il n'y a rien qui permet que ça marche, quoi. Il n'y a rien qui permet que ça marche là-dedans. Monique Wittig, de laquelle je vous ai parlé, quand elle prend le parti du lesbianisme comme une catégorie politique, c'est aussi pour en finir avec les hommes, enfin, au sens où on en parle ensemble ici. Hein. Il ne s'agit pas de faire des camps de travail puis nous envoyer dans les rizières, hein, parce qu'on n'arrive pas à planter les petites fleurs et tout ça. C'est pas nous, ça, c'est les femmes. mais Monique Wittig, quand en 64 elle écrit Opoponax, c'est super parce que elle écrit des amourettes de gamines qui sont à l'école dans le Jura, de l'âge de 4 ans à l'âge de 15 ans, quoi. Mais ce qui est super, c'est que ces gamines se pensent pas gamines, on n'a rien à foutre d'être pensées comme gamines, et vivent bien pour ce qu'elles sont, mais elles sont pas femmes. Elles n'ont pas besoin que des mecs les assignent à résidence dans la condition de femmes, quoi, merde. Et je pense que si les hommes pouvaient entendre ça, ça leur ferait du bien aussi, parce qu'ils ne se sentiraient pas obligés non plus de se tendre le miroir à eux-mêmes pour s'obliger à la masculinisation, qui est une condition tragique et misérable, quoi. Enfin, il n'y a rien de plus con quand même qu'un bonhomme, il faut dire les choses, quoi. La vérité, si on assume le rôle d'un bonhomme, quand même, la vie est conne. Hein. Alors, il y a des avantages, hein. On est au sommet de la pyramide, on a tout pour soi. Mais enfin bon, au niveau de la vie intérieure, du glissement, de la possibilité de la métamorphose, de l'empathie et tout ça, on peut toujours courir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. De la même manière qu'il faut envoyer les villes à la campagne, il faut envoyer les hommes à la féminité. Ouais. Bien, ben je crois que c'est avec ce seppuku symbolique où je viens de mettre un terme à ma condition d'homme devant vous. Que je vous remercie infiniment de votre écoute attentive et je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie de couple. À bientôt.